Bienvenue au Parlement européen pour Ici l'Europe. Gros coup de froid sur le climat entre les États-Unis et l'Europe. Donald Trump va-t-il remettre en cause l'accord de Paris sur le climat? Il a déclaré qu'il n'en voulait plus à plusieurs reprises lors de sa campagne présidentielle américaine. Co-signé par 190 pays, cet accord prévoit sur le long terme de contenir l'élévation des températures de la planète en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Barack Obama avait d'ailleurs poussé pour qu'il voie le jour, mais son successeur a nommé à ses côtés un climato-sceptique assumé qui nie l'influence humaine sur les réchauffements climatiques. L'Union européenne a joué un rôle leader sur cet accord. Elle le joue aussi sur la régulation environnementale. Du coup, elle s'inquiète beaucoup de l'avenir de la planète. Nous allons en parler aujourd'hui avec nos eurodéputés. Ernest Urtasun, bonjour. Vous nous venez d'Espagne pour les Verts. Vous êtes aujourd'hui face à Richard Corbett, bonjour, député européen des socialistes et démocrates de Grande-Bretagne. Parce qu'on verra qu'il y a un lien, pas évident a priori, entre Brexit et climat. On va l'étudier ensemble. Vous êtes aussi aujourd'hui en compagnie de Cristian Preda, bonjour, député européen du Parti populaire européen pour la Roumanie et pour la Pologne. Aujourd'hui représenté également Marek Jurek pour les conservateurs et réformistes. Alors, bonjour. Première question à tous. En effet, on a un petit peu paniqué à l'idée que le président américain va s'asseoir sur la fameuse COP21, surtout du côté de Paris. Vous savez que François Hollande y tient beaucoup, a insisté sur l'importance pour la planète de la mise en œuvre de la Convention de Paris. Ces inquiétudes sont justifiées ? Elles sont justifiées. À un certain moment, on a cru qu'il y aurait 2 Donald Trump, un Donald Trump en campagne et un Donald Trump président. Je pense que cette idée, par les faits, on voit que ça ne sera pas comme ça. Il y a un seul Donald Trump et ce qui s'est engagé, il est en train de le faire. Et en campagne, non seulement il a dit qu'il ne voulait pas continuer avec l'accord de Paris, mais qu'il allait faire sortir les États-Unis du cadre multilatéral des négociations du climat. Donc, j'en parle même plus. C'est sa réponse. Alors, est-ce qu'il va le faire? On peut attendre que oui, et c'est un gros problème. S'il le fait, et ça veut dire que la première puissance économique du monde se retire, et la première puissance polluante du monde se retire de l'accord climat, il faudra sans doute que l'Europe renforce encore plus son leadership. On a le compromis de la Chine de continuer dans le cadre, ça c'est clair apparemment. Donc il faudra qu'avec la Chine, si c'est le cadre, on travaille pour que cet accord continue en avant. Oui, alors, enfin, avec la Chine et sans les États-Unis, ça serait quand même assez compliqué parce que les États-Unis représentent 15% des émissions. Bon, la Chine, certes, 22%, mais voilà, hein, c'est quand même un gros pollueur. Cristian Preda, en effet, on regarde que l'Union européenne est en train de prendre des mesures. Elle a été leader, hein, soyons tout à fait honnêtes. Moins 40% de CO2 d'ici 2030. C'est particulièrement contre-productif si les États-Unis ouvrent les vannes. Bon, maintenant, c'est une décision des Américains. Hein, comme ça, ils ont choisi un président qui prend des mesures. Donc, je ne suis pas citoyen américain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois que les Américains sont très raisonnables. D'une manière générale, leur histoire montre qu'ils ont bien réussi tout en étant très raisonnables. Je crois que s'ils se retirent et s'ils vont voir que nous, avec ces fameux Chinois, bon, moi je ne fais pas confiance aux Chinois, mais s'il y a d'autres qui font confiance, c'est bien. Nous, avec ces fameux Chinois, on aura des bons effets si on suit l'accord de Paris. Je crois qu'ils vont rejoindre cela. Mais personnellement, je ne suis pas du tout sûr que les Chinois sont des gens de confiance. Hein. Moi, je ne vois pas comment des gens qui mentent surtout, qui écrasent la parole libre, qui écrasent l'opposition, qui ont un totalitarisme C'était des alliés démocrates. Vont protéger la nature. Donc je ne vois pas comment peut-on tuer l'homme avec... Je pense que sur ces questions-là, la Chine s'est quand même réveillée. Elle aperçoit que le climat... Elle est trop polluée, en fait. Elle est trop polluée, il doit faire quelque chose sur ces problèmes-là. Mais en ce qui concerne les États-Unis, n'oublie pas qu'il y aura une résistance interne aux États-Unis contre Trump, surtout sur ces questions. Même au sein de son parti, d'ailleurs. Ce n'est pas certain qu'il va pouvoir tout déchirer sans problème. Et même s'il déchire, il y a quand même des États, des villes, etc., qui vont garder en place leurs mesures contre le réchauffement climatique. Vous n'êtes pas un peu vexé en tant que Britannique? Il ne souhaite pas rencontrer
Il souhaite rencontrer la reine, mais apparemment pas le prince Charles, qui est un peu trop environnementaliste pour lui. C'est ça, il est vraiment un fou, ce type. Mais voilà, nous sommes confrontés à cette situation. Il ne veut pas qu'on lui donne des leçons de morale environnementale, en tout cas pas au niveau de la royauté. Il ne veut pas de leçons sur aucun sujet. Alors, on le disait, l'Union européenne, c'est 11% des émissions. En Pologne, évidemment, on a beaucoup dit que le charbon dominait, que vous allez devoir faire des efforts considérables. Mais est-ce que finalement, Donald Trump n'est pas en train de vous souffler l'idée d'un dumping environnemental? Allons-y les gars, lâchons les vannes. Est-ce que vous n'êtes pas tentés, vous ne seriez pas tentés par ça? Oui, c'est très important parce que les États-Unis, ce n'est pas le seul pays qui conteste la politique climatique, mais c'est le plus puissant pays qui conteste cette politique. Parce que nous avons beaucoup de différences économiques en Europe toujours. Par exemple, nos pays de l'Europe centrale, ce n'est pas seulement la Pologne. Nous sommes dépendants de charbon. Vous avez signé et ratifié, hein, attention. Oui, mais il a existé des différences parce que nous contestons la pression pour décarbonisation de notre économie. Parce que nous sommes toujours dépendants. Nous n'avons pas l'industrie d'énergie de sources naturelles développée au niveau allemand, par exemple, où c'est l'énergie quotidienne. Et on est en train d'ouvrir le front de la division, là, monsieur Urtasun. Quand vous entendez votre voisin, vous êtes inquiet? Quand j'entends ça, la réponse a été toujours que, bien sûr, on comprend les limites, mais c'est pour ça qu'il y a un développement d'une union énergétique, d'une stratégie de toute l'Union européenne pour qu'il puisse avoir des synergies, pour que tout ce qu'on a besoin de faire en tant qu'efficience énergétique, de changement du modèle de production énergétique, tout ça soit fait ensemble. Bien sûr, ce n'est pas au seul pays de le faire, mais de se le faire ensemble. Et moi, ce que je veux dire, et c'est très important, si les États-Unis sortent du cadre, si ceci veut dire que maintenant on commence dans l'Union européenne à remettre en cause ça, on va dans le désastre. Parce que si on va commencer à se faire le dumping environnemental, comme vous le disiez tout à l'heure, les uns contre les autres, on va en désastre. Et parce qu'aujourd'hui, toutes les évidences scientifiques nous disent que si on n'agit pas, immédiatement, on va à la catastrophe. Revenons à la matière première, à savoir à la question du réchauffement, de l'avis de tous les experts, sauf peut-être M. Trump. Le réchauffement climatique est 2 fois supérieur, par exemple, dans l'Arctique par rapport au reste du monde. L'an dernier, la région a connu d'ailleurs des températures records et ce phénomène met en péril les rennes et les modes de vie autochtones dans cet Arctique. C'est un reportage signé Isabelle Romero et Anaïs Guérard. Preuve incontestable du réchauffement climatique, la glace de l'océan Arctique a fondu de plus de 40% en 35 ans. Voilà ce qui alarme le Parlement européen qui vient d'adopter une résolution pour défendre cet écosystème menacé. À Arctic Frontières, les experts tirent la sonnette d'alarme. À l'intérieur des terres, vous pouvez constater des températures supérieures à la moyenne de 10 degrés au Svalbard. Et au Svalbard, certains fjords qui étaient pris par les glaces ne sont plus gelés. C'est un changement dramatique et cela reflète bien ce que nous faisons à la planète. À Tromsø, dans le nord de la Norvège, ces changements climatiques ont aussi un impact sur les troupeaux de rennes. Vous avez ces périodes de temps doux en hiver, même à l'intérieur des terres. À ce moment-là, la couche de neige s'effondre, puis elle gèle à nouveau. Elle devient très dure. Et c'est plus difficile pour les animaux de creuser pour atteindre les plantes qui se trouvent en dessous. Une étude scientifique a montré que les rennes du Svalbard ont perdu 12% de leur poids en 16 ans, faute de pouvoir se nourrir des lichens gelés dans le sol. Mais ici, dans les montagnes, les Samis, autrefois nomades, ont toujours accompagné la transhumance des rennes, qui est aujourd'hui limitée. Les 2/3 du nord de la Norvège sont réservés par la loi au pâturage des rennes. Mais sur ce même territoire, le gouvernement a aussi le droit de développer l'extraction minière ou la construction urbaine. Cette surexploitation de la nature est une préoccupation pour la présidente du Parlement Sami en Norvège, qui défend la culture et le mode de vie de son peuple. Tout d'abord, les peuples autochtones sont punis par le réchauffement climatique, alors que très peu d'entre eux y ont contribué. Pourtant, ce réchauffement ouvre la porte à de nouvelles industries. Je pense qu'on ne prend pas assez en compte notre expérience et notre savoir, parce que les peuples autochtones ont une connaissance particulière de la nature, du climat et de la météo. Une cause défendue par le Parlement européen dans sa résolution sur l'Arctique.
qui demande de bannir le fioul lourd dans les transports maritimes et d'associer davantage les peuples autochtones à la prise de décision sur l'exploitation de leurs ressources naturelles. Alors voilà ce qu'on voit, ce qu'on constate du côté de la Norvège. Et puis il y a le chef de l'équipe de transition, Miriam Ebel, un climato-sceptique, qui lui dit que finalement, ça n'est pas si évident. Il va falloir convaincre les Américains maintenant qu'il y a bien un réchauffement climatique, notamment en leur montrant notre reportage. Je ne sais pas si on peut convaincre M. Trump et son entourage, mais il y a des Américains qui, eux, sont convaincus. Et il y aura une bataille au sein des États-Unis sur cette question. Et nous, on doit faire ce qu'on peut pour soutenir la raison des gens qui... Il dit que c'est un concept inventé par les Chinois pendant sa campagne. Oui, il a dit ça dans la campagne électorale. Et, franchement, c'est bidon. Alors, les députés de la Commission Environnement et Affaires étrangères, en attendant, ont adopté mardi 30 janvier ce rapport d'initiative Action rapide pour éviter la militarisation de la région et préserver l'écosystème, parce qu'on voit bien qu'il est en danger. Oui, effectivement, c'est un problème, l'article dont on a débattu longuement. Moi, j'étais là comme membre de la Commission Affaires étrangères. Un rapport d'initiative, c'est un signal politique que le Parlement envoie. La question de la militarisation est très importante et il y a des intérêts divergents là-dessus. Mais là, au moins, soyons solidaires. Pour les débats en termes de réchauffement, refroidissement, ça, je reconnais que, comme je viens de Bucarest, où il fait toujours, depuis ma naissance, moins 20 l'hiver et plus 40 l'été, ça, vraiment, je ne vois pas au niveau perceptible ce que vous avez montré sur d'autres pays. Moi, je ne veux pas anticiper les décisions qui seront prises aux États-Unis. Je le répète, moi je trouve que... Quand vous avez mentionné la démilitarisation. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette question finalement dans l'article du gaz et du pétrole, oui, qui pourrait représenter 25% des réserves naturelles du monde. Et là, on sent bien qu'on est dans cette diplomatie finalement de l'acquisition de territoires. Les Américains se lancent dans la course en quelque sorte, non? Non, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre multilatéral pour traiter tous ensemble la question du climat. Parce que si on commence à se faire la guerre les uns contre les autres, si on commence à se faire le dumping les uns contre les autres, à aller chercher les nouvelles ressources dans l'Arctique les uns contre les autres, on va à la catastrophe. Et je veux dire aussi, la question du changement climatique, ce n'est pas une question de perception individuelle, aujourd'hui il fait plus froid, plus chaud, c'est une question scientifique. Il y a en ce moment un largement consensus dans la communauté scientifique qui dit qu'on a un problème réel de réchauffement climatique. Votre voisin a l'air plus climato-sceptique que vous. Non, je pense seulement que c'est le... La science est plus sérieuse que... Très sérieux problème scientifique, mais aussi, il y a beaucoup d'arguments qu'il y avait dans l'histoire des dernières 3-4 000 ans, le changement climatique dans notre civilisation. Par exemple, au Sahara, étymologiquement, Groenland, c'est le pays vert. Donc vous ne jugez pas que c'est une urgence absolue? Écoutez, il y a eu des changements climatiques naturels. On pouvait passer le Baltique dans l'hiver, dans le XVIIe siècle. Donc, il y avait beaucoup de changements. Donc, je pense qu'il faut respecter des arguments scientifiques, mais il faut aussi être conscient le caractère économique des problèmes. Parce que souvent, les arguments climatiques sont utilisés pour imposer la concurrence des pays qui sont mieux adaptés aux sources naturelles de l'énergie contre les pays qui sont dépendants comme nous. Mais écoutez, qu'il y a eu des changements climatiques, naturels tout au long de l'histoire, bien sûr que oui. Mais qu'il y a un grand consensus de la communauté scientifique que dans les dernières 200 années, l'augmentation des températures est causée par l'action de l'homme. Ça, c'est aujourd'hui incontesté dans la communauté scientifique. Je pense qu'il faut respecter. On peut construire des nouvelles théories pour construire des politiques parce que ça nous convient, mais d'un point de vue scientifique, moi je ne suis pas un scientifique, mais moi je lis ce que les experts des Nations Unies nous disent. Et je pense que c'est assez clair en ce moment. Je crois que la science est plus nuancée que ces constats tout à fait, superficiels. L'homme influence la nature. Ça, c'est pas de la science. Ça, c'est un constat... Ça c'est de la science. Non, c'est pas de la science. Ça, c'est
pour une bonne partie, c'est une manipulation politique qu'une certaine famille politique a utilisée. C'est une manipulation politique. Oui, bien sûr. Tout ce constat de la communauté scientifique une large manipulation. En tout cas, le débat sur le réchauffement climatique a lieu sur ce plateau. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les positions de Donald Trump commencent à être reprises en Europe. Ça m'inquiète. Oui, ici. Non, ici, dans cette table. Non, vous trompez. Vous trompez. Donald Trump représente une grande partie de l'opinion américaine. Oui, et une partie de l'opinion européenne aussi. Oui. Semble-t-il. Il a des obligations électorales. Le débat a lieu ici, en tout cas, vous le voyez. Vous vous trompez d'identification, mais bon, je sais que les écolos préfèrent accuser, non pas comprendre. Il y a toujours, on entend en tout cas dans ce que vous dites tout le temps la dichotomie entre emploi versus climat, etc. C'est quelque chose dont on n'a pas réussi à sortir en plaidant pour une révolution verte qui donnerait de l'emploi, justement. Alors, j'ai envie de vous poser la question quand même sur le Brexit, parce que ça intéresse nos téléspectateurs, puisque vous vous apprêtez, d'ici 2 ans peut-être, à sortir de l'Union européenne, et qu'on a vu que vous aviez une directive cadre sur l'air, par exemple, qui avait fait chuter vos émissions de dioxyde de soufre et d'azote en Grande-Bretagne. Directive Habitat, le Royaume perdrait 15% de ses sites protégés chaque année, et puis c'est maintenant 1% par an. Donc, est-ce que vous n'allez pas régresser d'abord dans cette protection environnementale avec le Brexit? Si nous brexitons, le gouvernement a promis de garder en place toute la législation européenne qui nous protège tous. Il le promet. Ce n'est pas une garantie, parce qu'après, il peut toujours tout changer et faire un peu de compétition à la Oui, parce qu'on a parlé de dumping fiscal. Est-ce qu'il ne va pas être tenté par le dumping environnemental? Il va être tenté par toutes ces choses, parce que le Brexit sera une catastrophe économique immense pour le Royaume-Uni, et le gouvernement va être tenté de faire le dumping social, le dumping écologique, le dumping de toutes sortes, fiscal aussi, pour essayer de se maintenir. Donc c'est un danger pour l'Europe et pas seulement pour le Royaume-Uni. Merci à vous, en tout cas, d'avoir très bien illustré ce débat complexe, vous le voyez. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie pour la deuxième partie de notre programme où nous recevons, comme toujours, notre grand invité. À tout de suite, juste après la pause.